Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions continues sur un compact. On va démontrer les deux principaux théorèmes concernant ces fonctions et on va aussi étudier à quoi ils peuvent servir. Le contexte est donc le suivant. On considère E et F deux espaces vectoriels normés et K une partie compacte de E. On considère aussi F une fonction de K dans F continue. Alors, on peut démontrer les trois choses suivantes. D'abord, que f de k est une partie compacte de grand F. En particulier, si f est à valeur dans R, eh bien f est borné et atteint ses bornes. Et on peut démontrer aussi que f est uniformément continu sur K. C'est le théorème de Hein. On va donc commencer par étudier l'image d'un compact par une fonction continue. Et donc que si f est une fonction de K dans F, continue, où K est compact, on va prouver que f de k, c'est une partie compacte de f. La preuve de ce théorème, il n'y a pas beaucoup de façons de faire en fait. On veut démontrer que f de k est une partie compacte de f. Eh bien, on va prendre yn, une suite de f de k, et on va démontrer qu'elle admet une sous-suite qui converge vers un élément de f de k. Et pour ça, on va se ramener à k, puisqu'on sait qu'un élément de f de k, c'est l'image d'un élément de k. Alors allons-y. Donc je fixe yn, une suite de f de k, et donc je sais que pour tout entier n, il existe un xn dans K tel que yn égale f de xn. Maintenant, xn, c'est une suite de K qui est compacte, donc elle admet une sous-suite x phi de n qui converge vers un certain L qui est dans K. Et maintenant, je vais utiliser la continuité de f. La suite f de x phi de n va converger vers f de L, qui est donc dans f de k, mais f de x phi de n, c'est y phi de n. Et donc y phi de n, ça converge vers f de L, qui est un élément de f de k. Donc de ma suite yn, j'ai extrait une sous-suite qui converge vers un élément de f de k. J'ai bien démontré que f de k est compact. Alors l'application classique, c'est le cas où f est toujours continu sur un compact, mais est à valeur réelle. Et bien dans ce cas, on peut démontrer que f est borné et atteint ses bornes. Pour ça, on va utiliser des propriétés simples des compacts de R. D'abord, on sait que f de k, c'est une partie compacte de R. En particulier, c'est une partie bornée, et donc f, elle est bien bornée sur k. F de k, c'est une partie compacte de R, elle est donc également fermée. Et les parties qui sont bornées admettent une borne supérieure, et quand elles sont fermées, la borne supérieure, elle est dans l'ensemble. Et donc grand M, c'est-à-dire le sub des f de k ici, c'est un élément de k. Autrement dit, il existe x0 dans k tel que grand M égale f de x0. Mais puisque grand M, c'est le sub de f de k, bien pour tout x dans k, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à grand M. Grand M, c'est un majorant de f de k, donc c'est inférieur ou égal à f de x0. Donc j'ai bien démontré que f était bornée et qu'elle atteignait sa borne supérieure. Bien sûr, c'est pareil pour la borne inférieure. Passons au théorème de Hein maintenant. On va donc démontrer qu'une fonction continue sur un compact est en réalité uniformément continue. On va commencer par réfléchir à ce qu'on veut faire. Ce qu'on sait d'abord, c'est que f, elle est continue sur k. Donc, si j'écris ça avec des quantificateurs, je sais que pour tout epsilon positif, pour tout x dans k, il y a un delta positif tel que pour tout y dans k, si la norme de x moins y est plus petite que delta, alors la norme de f de x moins f de y est plus petite que epsilon. Moi, je prouvais que f est uniformément continu sur k. Si j'écris la définition avec des quantificateurs, je veux démontrer que pour tout epsilon,
il existe un delta positif tel que pour tout x dans K, pour tout y dans K, si la norme de x moins y est plus petit que delta, alors la norme de f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Et donc, si je regarde bien ce que je veux faire, je veux permuter ici ces deux quantificateurs. Je veux permuter le quantificateur quel que soit, et le quantificateur, il existe. Ça, c'est pas forcément une chose très facile à faire. Et pour ça, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que f n'est pas uniformément continu sur K, et donc que cette propriété-là est fausse. Je suppose donc que la propriété est fausse, et donc qu'il existe epsilon positif tel que, pour tout delta positif, il existe deux éléments x et y de K, tels que la norme de x moins y est plus petit que delta, et la norme de f de x moins f de y est supérieure ou égale à epsilon. Eh bien, comme j'ai supposé que ça c'est vrai pour tout delta, je vais faire ça pour des valeurs de delta de plus en plus petites, qui vont donner des contraintes de plus en plus fortes sur les x et les y associés. Et en fait, je vais appliquer ça avec delta égale 1 sur n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Donc pour delta égale 1 sur n, je vais associer deux éléments xn et yn, et ainsi je construis de suite xn et yn de K, qui vérifie que pour chaque entier n plus grand que 1, j'ai la norme de xn moins yn qui est inférieure à 1 sur n, et la norme de f de xn moins f de yn supérieure ou égale à epsilon. L'idée maintenant, c'est, en utilisant la compacité de K, de trouver des suites extraites x phi de n et y phi de n qui convergent vers la même limite. Et ce qui va donner ici une contradiction en passant la limite, justement, et en utilisant la continuité de f. Il y a un petit point délicat, c'est qu'il faut démontrer, plutôt construire des suites extraites qui convergent vers la même limite et avec la même extraction à la fois pour xn et pour yn. Pour faire ça, on va commencer par extraire une suite de xn. Donc, puisque xn c'est une suite du compact K, il y a une sous-suite x phi de n et L dans K telle que x phi de n tend vers L. Maintenant, je vais démontrer que y phi de n tend vers L également. Et pour ça, je vais simplement utiliser l'inégalité triangulaire. Je vais dire que la norme de y phi de n moins L, c'est inférieur ou égal à la norme de y phi de n moins x phi de n plus la norme de x phi de n moins L. Ça tend vers 0 puisque x phi de n tend vers L. Et ça aussi, ça tend vers 0 à cause de cette inégalité-là. X phi de n moins y phi de n, c'est plus petit que 1 sur phi de n. Mais phi de n, c'est supérieur ou égal à n, et donc 1 sur phi de n, ça tend également vers 0. Et donc y phi de n, ça tend vers L. Et maintenant, j'ai terminé, puisque je sais que f de x phi de n moins f de y phi de n, c'est supérieur ou égal à epsilon. Mais je passe à la limite, x phi de n, ça tend vers L. F de x phi de n, par continuité de f en L, ça tend vers f de L. Pareil ici, ça tend vers f de L. Et donc si j'ai f de L moins f de L, ça fait 0. Et donc j'obtiens que 0 est supérieur ou égal à epsilon. Bon, et ça, c'est une splendide contradiction, et donc c'est que l'hypothèse que j'ai faite au départ est fausse. Et donc, j'ai bien que ma fonction, elle est uniformément continue sur K. Alors maintenant, on peut se poser la question, à quoi ça sert tous ces théorèmes? Eh bien, comme souvent avec la compacité, ça sert essentiellement à créer des objets. Ça, c'est vraiment le point clé de la compacité. Ça nous permet de créer des objets. Alors, voyons 3 exemples. D'abord, premier exemple, ça peut servir à renforcer des inégalités. Je considère ici K, l'ensemble des xy de R2, tel que x2 plus y2 est inférieur ou égal à 1, et f, une fonction de K dans R continue, telle que f de xy est strictement positif pour tout xy dans K. Et bien dans ce cas, je sais qu'il existe un A positif, tel que f de xy est supérieur ou égal à A pour tout xy dans K. Donc non seulement je suis toujours strictement positif, mais en fait je ne me rapproche jamais de 0, je suis supérieur ou égal à A avec A strictement positif. Ça c'est une conséquence très simple du premier théorème,
et du fait que K est compact, hein, K c'est la boule unité fermée pour la norme euclidienne, c'est bien un compact de R2. Donc f elle est continue sur ce compact, elle atteint son minimum dessus, et donc il existe x0, y0 dans K, tel que f de x supérieur ou égal à f de x0, x0 pour tout xy dans K. Et alors A égale f de x0, y0, qui est strictement positif, convient. Le deuxième intérêt de ces théorèmes, c'est de servir à fabriquer des extrémas. Et ce, même pour des fonctions qui a priori ne sont pas définies sur un compact initialement, mais on essaie de se ramener à chercher un extrémum sur un compact. Voici un exemple modèle. On considère f une fonction de Rn dans R continu, telle que la limite, quand la norme de x tend vers plus l'infini, de f de x égale plus l'infini. Alors on va prouver que f admet un minimum. Comment on va faire? On va dire que puisque la limite de f de x, quand la norme de x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, la fonction, elle devient très grande quand la norme de x est grande, et on va pouvoir simplement se ramener à étudier la fonction pour norme de x plus petit qu'un certain m, qui va être une partie compacte de Rn. Alors comment faire précisément? On va considérer m supérieur strict à f de 0. Puisque la limite de f de x quand norme de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, je sais qu'il existe un réel a positif, tel que si la norme de x est plus grand que a, j'ai f de x supérieur à m. Maintenant, je vais poser K, la boule fermée, de centre 0 et de rayon A. Puisque je suis dans Rn, qui est de dimension finie, K, c'est un compact. C'est une partie fermée bornée de Rn. Et donc f, qui est continue, elle admet un minimum sur ce compact. La restriction de f à ce compact admet un minimum. Donc je peux considérer un x0 dans K tel que f de x est supérieur ou égal à f de x0 pour tout x dans K. Et bien maintenant, par mon choix de grand M et de A, je vais démontrer que f de x est supérieur ou égal à f de x0, même si x n'est pas dans K. Comment je fais? Je dis que si x n'est pas dans K, j'ai une norme de x plus grand que A. Et si j'ai la norme de x plus grand que A, j'ai f de x qui est plus grand que m. Mais m, c'est plus grand que f de 0. Et comme 0, il est dans K, c'est plus grand que f de x0. Et donc, j'ai démontré que f admettait un minimum en x0, un minimum global, le minimum de f sur Rn, est atteint en x0. Troisième application des théorèmes qu'on a énoncés, et plus précisément du théorème de Hein, c'est l'approximation des fonctions. Alors je vais donner quelques exemples. Le théorème de Hein permet par exemple de démontrer que si f est une fonction de 0,1 dans R continue, et si epsilon est positif, il existe une fonction en escalier h de 0,1 dans R, telle que la norme de f moins h infini est plus petite que epsilon. Ça, c'est un résultat très important pour définir l'intégrale d'une fonction continue à partir de l'intégrale d'une fonction en escalier. Et on a besoin du théorème de Hein pour pouvoir démontrer ce théorème. Dans le même ordre d'idée, on a besoin aussi du théorème de Hein, du fait qu'une fonction continue sur un segment est uniformément continue, pour démontrer le théorème de Weierstrass, que toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes sur ce segment. Et pour ceux qui connaissent les séries de Fourier, on a aussi besoin du théorème de Hein pour démontrer le théorème de Fégère, par exemple, en analyse de Fourier. Et donc des applications du théorème de Hein, il y en a vraiment beaucoup, un peu du même type. Je ne vais pas les développer plus en détail ici, chacune de ces applications mérite une vidéo par elle-même. L'étude des fonctions continues sur une partie compacte, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous aider à construire des objets. Et c'est vraiment très 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 puissant.